Bonjour, merci à vous d'être venus aujourd'hui avec une demi-heure plus tard que d'habitude. Nous nous excusons pour les petites erreurs que nous avons commises sur certains éléments de communication. Voilà, c'était prévu à 18h30 au lieu de 18h. Merci d'avoir patienté. Nous sommes très heureux à l'Observatoire d'accueillir un autre monde que celui des océans, puisque cette fois-ci nous sommes partis dans les cieux. Et en fait, c'est un colloque d'astrophysiciens et de cosmologues qui se tient depuis toute cette semaine à l'Observatoire. Et donc je vais laisser la parole à Vincent Guillet et à Monsieur Boulanger qui vont vous parler de ce colloque et vous parler de Madame Françoise Combe. Oui, bonjour à tous, merci d'être venus. Effectivement, c'est donc dans le cadre d'un colloque qui s'appelle « De la Voie lactée au Big Bang », qui réunit ce qu'on appelle les astrophysiciens et aussi les cosmologistes, pour en fait une semaine de conférences, donc c'est réservé aux spécialistes, en l'honneur de Jean-Loup Puget, qui est l'astrophysicien qui a monté la mission Planck, que peut-être certains d'entre vous connaissent, sur les questions de cosmologie. Et donc, proche de sa fin de carrière, on lui dédie toute une semaine pour présenter tous les axes de recherche qui ont été ouverts par son travail, pour lui rendre honneur, et en même temps montrer les perspectives actuelles, donc à la fois du passé, du présent, mais aussi du futur, des travaux en cours et des jeunes qui présentent leurs résultats. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité demander à Françoise Combe de venir faire une conférence quand on a appris que vous aviez votre association dynamique là, qui s'y prêtait très bien. Donc je passe la parole à François Boulanger. Merci. Je voudrais remercier Françoise d'être venue ici jusqu'à nous pour nous retrouver et pour faire cette conférence. Pour moi, c'est une émotion particulière parce que Françoise, c'était ma professeure, ce qu'on appelle ma directrice de thèse. J'étais son premier doctorant. On a chacun fait notre chemin, indépendamment les uns des autres, mais c'est toujours un bonheur de la retrouver. Et elle m'a tellement donné en fait son enthousiasme, sa curiosité sur l'univers. En fait, elle m'a ouvert un espace de découverte et je dirais de bonheur en fait parce que on est toujours tellement heureux de faire de la recherche. Merci Françoise. Merci. Donc nous allons parler ce soir de trous noirs et des quasars. Est-ce que ce sont des trous noirs ou des trous blancs? Alors j'aimerais commencer par cette image que vous avez sans doute tous vue, qui est un des progrès récents que nous avons fait sur la physique des trous noirs. C'est ce fameux défi de faire la photographie d'un trou noir. La photographie plutôt de l'ombre du trou noir, puisque le trou noir, vous ne le verrez jamais. Un trou noir, pour déjà définir ce que c'est un objet tellement compact que même la lumière ne peut pas en sortir. C'est la vitesse d'échappement pour sortir de ce trou noir est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc évidemment, on ne verra pas le trou noir en question, mais on verra l'ombre. Alors l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est ce trou noir, enfin ce cercle noir que vous avez ici au centre et qui est un peu plus grand que l'horizon du trou noir. On va définir ce que c'est que l'horizon, c'est justement la frontière un peu virtuelle où la vitesse d'échappement devient égale à la vitesse de la lumière. Donc l'horizon, c'est le point de non-retour, personne ne pourra sortir. Là, c'est plutôt l'ombre, c'est plutôt 2 fois et demi la taille de l'horizon. Et donc pourquoi c'est noir? Et bien simplement, il y a plein de photons qui passent, mais tous les photons sont absorbés par le trou noir, donc on ne voit rien. C'est vraiment une ombre portée par le trou noir. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la première fois qu'on avait fait la photo d'un trou noir, en 2019, et c'était celui de Messier 87, qui est dans l'amas de galaxie, l'amas de la Vierge. On va voir pourquoi. Il est très loin en fait, il est situé à 60 millions d'années-lumière de nous. Donc il fallait avoir une résolution énorme. Vous voyez que la taille c'est une semaine-lumière. Et nous sommes à 60 millions d'années-lumière quand même, donc c'est une résolution énorme. Il faut avoir 40 micro-arcs-secondes de résolution. Alors comment on fait cette résolution spatiale? Eh bien avec ce télescope qu'on appelle Event Horizon, justement, pour regarder les trous noirs et l'horizon des trous noirs. Et on utilise des télescopes de radioastronomie un petit peu situés un petit peu partout dans le globe, en Europe, aux États-Unis, dans le pôle sud, comme vous voyez. Et donc on a des lignes de base. Quand on fait une interférométrie à très longue base, comme ça, on a la résolution équivalente de la distance entre les télescopes les plus éloignés. Donc ici, c'est 12 000 km, c'est le diamètre de la Terre. Sur Terre, on ne pourra pas faire mieux, on pourra faire mieux dans l'espace. Mais... Donc ici, on a cette
haute résolution grâce à cela. Alors vous allez me dire, oui, mais on connaît cette interférométrie de longue base depuis très longtemps. En effet, on la connaît depuis très longtemps dans les ondes centimétriques, 21 cm, 6 cm, etc. Et pourquoi? Parce que à cette longueur d'onde-là, l'atmosphère est très transparente, c'est très facile. Là, il fallait, pour avoir plus de résolution, il fallait monter en fréquence. Donc avoir des longueurs d'onde de 1 mm. Et pour 1 mm, c'est très difficile parce que l'atmosphère commence à être optiquement épaisse, à ne pas être transmettre complètement, et puis surtout, elle est turbulente, donc pas forcément des phases en cohérence. Donc c'était très difficile. Donc c'était un défi qu'ils ont relevé. Alors déjà, je vous montre une image que l'on a de cette galaxie, Messier 87, qui est au centre de la main de la Vierge. Vous voyez que c'est une galaxie active, il y a un noyau actif, donc un trou noir supermassif au centre, qui envoie un jet de particules, qui est émis en radioastronomie. On voit le jet, là, et puis ensuite des lobes radio. Ce jet a 4000 années-lumière de taille, ici. Vous avez le même jet en optique, donc l'émission synchrotron, c'est l'émission des électrons qui tournent dans un champ magnétique, jusqu'en optique et en rayons X, toujours 2000 années-lumière. Et puis, lorsqu'on a une interférométrie de longue base, cette fois en centimétrique, on a 0,1 année-lumière ici de taille, et on voit que l'origine du jet, alors le jet c'est certainement le disque d'accrétion, la gaz qui tourne autour du trou noir, et qui va envoyer des jets, donc c'est un peu comme un cône, et on voit ces deux portions du cône ici. Et vous voyez, cette image-là, elle est au centre ici, donc une résolution beaucoup plus grande, où on a pu voir l'onde du trou noir. Donc justement, je voulais vous montrer ici par cette photo ici que nous avons une grande gamme d'échelles sur cette galaxie Messier 87 qui est au centre de la Vierge, donc avec plein de galaxies. Ça c'est la grosse galaxie elliptique au centre. On sait que le trou noir supermassif qu'il y a au centre fait 6 milliards de masses solaires. Donc c'est vraiment un des plus gros trous noirs. Et vous voyez qu'avec 80 000 années-lumière ici, vous avez un jet qui commence ici, là, au centre, et puis les particules relativistes se ralentissent et puis sont à peu près déviées. Vous avez toute forme de lobe radio. Lorsque vous faites un zoom sur cette partie, vous voyez un petit peu l'échelle, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le jet, qui ensuite est très très collimaté, très collinaire. Et puis on commence à voir qu'il s'agit en effet de quelque chose qui est envoyé par un disque, comme un cône, et puis au centre, ici, vous voyez l'image de l'ombre du trou noir. Donc c'est un trou noir de 6 puissance 9 masse solaire. Alors je reviens un petit peu sur ma définition, ça c'est un des grands progrès qui a été fait ces dernières années. Alors si je reprends un peu l'histoire, quels ont été les premiers qui ont vu ces trous noirs? Alors il y a John Mitchell, Pierre-Simon Laplace, juste après la théorie de gravité de Newton. Ils avaient supposé que peut-être les photons, c'était une petite particule qui avait une petite masse, une masse très très petite. Et donc, en appliquant la loi de Newton, on peut se dire qu'il peut y avoir des objets très très compacts, très concentrés, très massifs, qui ont une vitesse d'échappement supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, ça avait fait le calcul, mais toujours en supposant que les photons avaient une petite masse, parce que sinon, c'était Newton, et les photons, normalement, ne sont pas déviés par la loi de Newton. Et ils avaient trouvé qu'en effet, il pourrait y avoir de ce genre de trou noir. C'était les premiers trous noirs, mais ça a pris un certain temps à avoir vraiment la vraie théorie, celle d'Einstein en 1915 ici, puisque, comme vous le savez, Einstein a montré que la gravité n'était plus une force comme les autres, comme l'électromagnétisme, mais plutôt une déformation de l'espace. Alors, on peut représenter ceci, la déformation de l'espace, plutôt à 2 dimensions. On suppose que tout l'espace est à 2 dimensions. Pour pouvoir le déformer et le voir, hein, il faut s'imaginer qu'on généralise à 3 dimensions. Alors ici, vous avez par exemple le Soleil. Toute masse assez grosse va déformer l'espace, un petit peu comme une bille dans un tapis, évidemment. Toutes les particules, photons y compris, vont passer et déformer et avoir une dérivation de leur orbite qui ne va pas être en ligne droite grâce à cette déformation. Alors, si on peut un petit peu calculer, et Schwarzschild l'avait fait en 1916, hein, juste après, vraiment, essayer de résoudre l'équation d'Einstein. L'équation d'Einstein est très compliquée, il y a des tenseurs, etc. Et si on suppose qu'on a une symétrie sphérique, il n'y a plus qu'une dimension, à ce moment-là, on peut déjà intuitivement, vous voyez que si l'énergie, je décris l'énergie cinétique, qui normalement est proportionnelle au carré de la vitesse, et que je dis qu'elle est proportionnelle à l'énergie
de gravité, chez M sur R, on voit que j'obtiens que lorsque on veut que la vitesse soit égale à la vitesse de la lumière, vous voyez que si j'inverse cette relation, je vais avoir un rayon qu'on appelle rayon de l'horizon. Il n'y aura pas beaucoup d'équations dans mon slide, mais juste celle-ci, parce qu'on voudrait définir le rayon de l'horizon. Et le rayon de l'horizon, comme vous voyez, est proportionnel à la masse du trou noir et évidemment inversement proportionnel à C2, c'est une constante. Donc on a cette relation pour le rayon de l'horizon. Toute masse qui sera comprise dans ce rayon va être un trou noir. Alors, il faut bien dire que même Einstein ne croyait pas à l'existence de ces trous noirs. C'était quelque chose qui sortait de l'équation, évidemment, mathématiquement, mais on pensait à l'époque que toutes les étoiles, lorsqu'elles allaient s'effondrer, elles manquaient de fuel, enfin de combustible, et elles allaient, comme elles étaient en rotation, tout allait être explosé et plus rien ne restait au centre. Donc on ne croyait pas à l'existence de trous noirs. On a attendu quand même assez longtemps, en 1963, pour avoir une solution de l'équation d'Einstein avec de la rotation. Parce que le trou noir peut être en rotation, la matière aussi, et donc il y aurait un peu moins de symétrie, il n'y aurait pas la symétrie sphérique. Mais même malgré ce, les gens n'étaient pas convaincus parce que il y avait quand même une symétrie. Et donc ce n'est que Penrose qui a eu une astuce en disant je vais déformer cet espace symétrique, je vais faire un peu la topologie. Et il a démontré avec ceci qu'il était inéluctable qu'avec l'équation d'Einstein, il existe des trous noirs. Donc ça, c'est en 1965 où les gens ont été convaincus qu'il y aurait des trous noirs. Il a d'ailleurs le prix Nobel en 2020 pour cela. Et ça correspondait aussi à la découverte des quasars, et comme on va le voir tout de suite, il nous fallait des trous noirs pour expliquer les quasars, donc ça allait très bien. C'est pour ça que les astronomes, à partir de 1965, ont été convaincus que les trous noirs existaient. Alors voilà cette image d'une masse qui perturbe l'espace. Lorsqu'il y a un trou noir, évidemment, il y a comme un trou dans le tapis, puisque c'est une singularité. Alors on dit souvent que les trous noirs n'ont pas de cheveux sur leur carte d'identité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux quantités qui les caractérisent, la masse et le spin. Ils peuvent tourner sur eux-mêmes, donc il y a un spin, un moment cinétique. On parle parfois de la charge, mais comme dans l'espace, il y a beaucoup de plasma, d'électrons, de protons. Si jamais il était chargé, il va devenir neutre très rapidement, donc la charge n'a aucune importance. Alors, cette image du trou noir là, qui a fait vraiment un grand impact, ils ont été observés en 2017, ils ont calculé, il y a beaucoup de calculs à faire dans cette interférométrie, puisque vous avez beaucoup de télescopes, il faut recombiner les images. Et en 2019, il y a eu cette image, mais on s'est demandé pourquoi ils ne l'avaient pas fait avec le trou noir de notre propre galaxie. Notre propre galaxie a un petit trou noir, beaucoup plus petit que celui de BC87. Il a un trou noir de 4 millions de masses solaires, mais il est beaucoup plus proche. Il est à 24 000 années-lumière en lieu de 60 millions d'années-lumière. Donc, et en plus, il y a une coïncidence assez amusante, c'est que la galaxie est 2000 fois plus loin de nous que le trou noir du Soleil, et la masse aussi à peu près 2000 fois plus faible. Donc vous voyez que si le rayon est proportionnel à la masse, on a une taille angulaire exactement égale pour le trou noir de notre propre galaxie, pour le trou noir de BC87. Donc finalement, avec la résolution qu'ils avaient, 40 micro-arcs secondes, c'était possible. Alors pourquoi? Eh bien, parce que finalement, la période de rotation, alors ce que vous voyez en orange ici, c'est le gaz ionisé qui tourne autour du trou noir et qui va être avalé par le trou noir. C'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion, puisque la masse va être accrétée. Elle tourne pendant un moment pour échapper son moment cinétique. Et donc, c'est de la matière qui est très chaude, donc ionisée, vous avez des protons et des électrons, qui tournent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, parce qu'on est près de l'horizon. Eh bien, la période ici est proportionnelle à la masse. Donc, pour BC87, c'est presque 2 mois. Donc si vous voulez prendre une photo de quelque chose qui ne bouge que dans 2 mois, ça va. Par contre, la période pour le trou noir de notre propre galaxie est de 30 minutes. Donc si vous voulez prendre une photo, ça bouge trop vite. Et surtout, la photo est lente à prendre, puisque vous avez un télescope en Europe, un télescope aux États-Unis, et que vous voulez faire l'interférence, il faut déjà un quart d'heure pour calibrer les télescopes, et là, votre objet est déjà parti. Donc ils l'ont essayé, ils sont arrivés, mais plusieurs années plus tard. Bon, là, je rappelle qu'on connaît bien le trou noir de notre propre galaxie grâce à ces deux groupes, Rainer Genzel, qui était dans cette conférence déjà, en Europe, et qui a
disons, suivi les mouvements des étoiles autour du trou noir de notre galaxie, de même que Andrea Ghez et son groupe aux États-Unis, et ont pu montrer au bout d'une quinzaine, vingtaine d'années quelle était la masse du trou noir et qu'il n'y avait qu'un trou noir qui pouvait expliquer ces phénomènes. Donc, une fois qu'ils ont bien compris tout ce qui se passait pour le trou noir qui est autour de notre propre galaxie, on l'appelle Sagittarius A star. Pourquoi? Parce que c'est dans la constellation du Sagittaire, c'est la première source radio, donc on l'appelle ABC, etc. Et on met toujours une étoile pour un trou noir. Donc on a ça, vous voyez, c'est la même taille angulaire. Il y a peut-être 3 maxima, peut-être que c'est un effet artificiel parce qu'ils ont été obligés de sommer plusieurs rotations du gaz pour faire ce... Donc puisque ça tourne en 30 minutes, ils ont pu en faire plusieurs. Ils ont sommé tout ça et peut-être que ces 3 points sont dus à ça, on n'en sait rien. Alors ça, c'est vraiment un exploit, mais quand même on n'est pas très content parce que c'est très flou quand même. Vous ne trouvez pas, c'est une image un peu floue. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est cette image-là, qui sont des simulations numériques pour l'instant, et ce qu'on pourrait avoir en ayant plus de résolution. Comment on pourra avoir plus de résolution? C'est-à-dire en montant en fréquence, en dessous d'1 millimètre, ou alors là dans l'espace, avec une antenne qui est dans l'espace. Ça a déjà été fait, hein, des antennes dans l'espace en centimétrique. Il y a une antenne qui était à 380 000 km, donc au lieu de 12 000, on en a beaucoup plus. Donc ça c'est possible, c'est encore dans les domaines prévus. Alors ce qu'on aimerait, c'est justement avoir un petit détail sur le disque d'accrétion, comme vous voyez, puisqu'on a des orbites les plus stables, et la détermination de l'orbite la plus stable, ici c'est trop flou pour qu'on puisse le faire, va nous donner le spin du trou noir. On va pouvoir mesurer le spin, je vais vous montrer comment. Et puis aussi, on aimerait voir peut-être le jet radio qui sort du disque d'accrétion, qui va sortir de façon ionisée aussi. On aimerait bien connaître les mécanismes pour mieux comprendre la physique du trou noir. Alors, justement, quelle est la théorie? On sait qu'il y a un rayon, le plus petit rayon que l'on peut avoir de la matière qui est encore stable, qui tourne. Si vous allez plus près du trou noir, vous allez tomber dessus sans pouvoir tourner. Donc c'est la plus petite orbite stable. Et cette plus petite orbite stable existe pour la matière et pour les photons. On aura un anneau de photons qui est dévié par le trou noir et qui tourne autour. Mais ceci est l'anneau de photons. Et si le photon s'aventure à l'intérieur, il tombe sur le trou noir sans même pouvoir tourner. Alors vous voyez ici, on a écrit une quantité qui est proportionnelle au spin du trou noir, la quantité de rotation que vous avez dans le trou noir. On va prendre une quantité sans dimension, petit a, qui est entre 0 et 1. On ne peut pas aller plus que 1. Donc lorsqu'on ne tourne pas, on a une certaine valeur de ce rayon. Et puis lorsque l'on tourne, alors si la matière tourne dans le même sens que le spin du trou noir, à ce moment-là, la matière peut s'approcher beaucoup plus du trou noir. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on va gagner plus d'énergie, mais aussi, si on mesure le rayon de cette orbite, on va pouvoir mesurer le spin du trou noir. De même pour le photon, photon ou matière. Donc c'est ça le principe, et on aimerait donc faire encore plus de progrès dans cette mesure. Alors je vais essayer de dire rapidement ce qu'on connaît sur les trous noirs. Il y a en astrophysique 2 sortes de trous noirs. Il y a des trous noirs de masse stellaire qui sont dus à l'explosion d'une étoile en fin de vie lorsqu'elle a épuisé tout son carburant, lorsqu'elle est très massive, au moins 8 fois la masse du Soleil. À ce moment-là, son enveloppe est éjectée et puis il reste un résidu qui, si le résidu est supérieur à 3 masses solaires, sera un trou noir. Alors ça, on en a une grande quantité, on en a vu la plupart des étoiles dans la galaxie, la moitié peut-être, est binaire. Donc lorsqu'il y a une étoile qui tourne l'une autour de l'autre, et qu'il y en a une qui explose et devient un trou noir, à ce moment-là, vous avez une grosse étoile qui tourne autour de quelque chose que vous ne voyez pas. Donc vous pouvez mesurer la vitesse par effet Doppler, donc vous savez qu'elle tourne à une certaine vitesse. Vous mesurez la taille de l'orbite et vous pouvez savoir si l'objet autour duquel elle tourne est supérieur à 3 masses solaires. À ce moment-là, on sait que c'est un trou noir. Et ça, on en a vu plusieurs comme ça. Alors il faut dire que dans la Voie lactée, comme il y a 300 milliards d'étoiles, on pense qu'il y a des milliards et des milliards de petits trous noirs. Mais ceux-ci ne sont pas très dangereux, hein, ils orbitent comme toutes les étoiles, mais il suffit de ne pas s'en approcher. Et puis, il y a des trous noirs supermassifs. Alors supermassifs, ça veut dire au moins des millions de masses solaires, jusqu'à des milliards de masses solaires. Et ceux-là, ils sont toujours au centre de chaque galaxie. Au centre de chaque galaxie, il y a un super trou noir.
Alors pourquoi ils sont au centre? C'est parce que simplement, lorsqu'ils sont très massifs, la friction dynamique les fait décanter vers le centre. On n'en trouvera jamais qu'ils ne soient pas au centre. Alors, vous voyez un petit peu l'image que l'on se fait du trou noir. Alors, je remarquais ici qu'un trou noir très massif est de plus en plus dilué en densité. Alors si on prend la densité comprise dans le rayon d'horizon, le rayon de l'horizon, on a vu que c'est proportionnel à la masse, et on ne peut pas dire quel est le rayon du trou noir, puisque de toute façon, ce n'est pas bien défini. Mais si vous savez que le rayon est proportionnel à la masse, la densité, c'est la masse sur le rayon cube, donc la densité va être en 1 sur la masse au carré. Donc plus le trou noir est massif, plus sa densité moyenne est faible. Et donc il y a une limite qui est à peu près 100 millions de masses solaires, au-delà duquel la densité sera moins que 1 gramme par centimètre cube, par exemple la densité de l'eau, la densité des étoiles, etc. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le trou noir sans être perturbé par des effets de marée. Alors, par exemple, des effets de marée, c'est un petit peu l'image que vous avez d'un astronaute qui se serait aventuré près d'un trou noir. Alors si le trou noir est comme celui de notre propre galaxie, 4 millions de masses solaires, alors il est très dense et les forces de marée sont très grandes et l'astronaute va être déchiqueté avant de rentrer dans l'horizon. Vous voyez, l'astronaute est déchiqueté. Alors évidemment, ça c'est une vue d'artiste, mais ce qui nous intéresse l'astronaute, c'est que les étoiles, elles, vont être déchiquetées. Donc les étoiles qui s'aventurent près du trou noir, elles vont devenir des crêpes, et puis elles vont redevenir gaz et tourner dans le disque d'accrétion et alimenter le trou noir. Donc ça, et on va le voir parce qu'elles vont, en étant déformées, elles vont rayonner énormément. Par contre, si vous avez un trou noir comme celui de Messier 87, qui fait 6 milliards de masses solaires, à ce moment-là, la densité est très faible, il n'y a pas de force de marée, donc l'astronaute, comme les étoiles, elles vont être gobées toutes crues, ils vont rentrer dans l'horizon, vous n'aurez aucune manifestation. Donc si vous mangez des étoiles, lorsque vous êtes très massif, eh bien on ne voit rien. On ne voit pas de manifestation. Il rentre avec toute la masse, le trou noir grossit, mais sans avoir fait aucune manifestation. Alors la façon de représenter le trou noir, on doit à Jean-Pierre Luminet, qui est un des premiers à avoir fait ce genre de calcul, c'est dû au fait que le trou noir dévie tous les rayons lumineux autour. Donc vous voyez, si vous avez un disque d'accrétion qui est ici vu par la tranche, autour du trou noir, c'est le trait rouge, le disque d'accrétion va émettre beaucoup de lumière, et puis la lumière va être déviée dessus, dessous. Donc vous voyez ici, vous voyez ce genre de chapeau mexicain, même si le disque d'accrétion est par la tranche, vous le voyez en dessus et en dessous, grâce à la déviation d'un rayon lumineux. Et puis comme la matière tourne, vous voyez l'animation ici, vous voyez la matière tourner même en dessus et en dessous, alors qu'en réalité, elle tourne dans le plan qui est le disque d'accrétion ici. Alors dans le film Interstellaire, vous avez une image qui a été faite par Kip Thorne, justement, qui a conseillé les réalisateurs du film et qui était une bonne image. Vous voyez aussi le fait que lorsque la matière vient vers vous avec une vitesse relativiste, il y a un boost de luminosité, donc vous voyez plus un côté que l'autre. Vous avez aussi des belles images qui ont été faites par Alain Rigazuelo, avec aussi des films qui montrent comment une image d'arrière-plan, par exemple ici vous avez la Voie lactée, vous avez les nuages Magellan, des étoiles de la Voie lactée, et vous disposez, entre l'observateur et ce paysage, vous disposez un petit trou noir de masse stellaire. Il y en a des milliards, vous pouvez penser qu'il y en a un qui va arriver. Et donc vous voyez que tout est déformé, un peu comme une lentille gravitationnelle. Donc vous mettez un tesson de bouteille, vous regardez un paysage derrière, le paysage est déformé. Et c'est ça qui se passe, vous avez une étoile qui est dédoublée, vous avez les nuages de Magellan qui forment des arcs ici, et vous avez la Voie lactée qui est très déformée. Donc les trous noirs ont un pouvoir de dévier les rayons lumineux et de faire des arcs. Alors on va s'intéresser maintenant aux trous noirs de notre propre galaxie. Alors notre propre galaxie, vous avez une vue ici d'artiste, vue de dessus, qui n'existe pas, puisque ce que vous voyez, c'est qu'on est dedans, donc vous voyez quelque chose par la tranche. Donc ce que vous voyez, c'est une bande laiteuse qu'on appelle Voie lactée, c'est notre galaxie. Et donc on sait par les vitesses Doppler de la matière, etc., qu'il y a une galaxie spirale avec une barre, ce qui est très courant. Les galaxies spirales barrées sont les plus nombreuses dans l'univers, donc c'est pas extraordinaire. Et puis le Soleil est ici, on n'est pas au centre de la galaxie, mais on est plutôt au bord, à 24 000 années-lumière. Et la taille de la galaxie fait 100 000 années-lumière, pour donner une petite idée. Donc on va s'approcher. Alors pour s'approcher, il faut aller dans les
la lumière infrarouge. Alors pourquoi on voit tout de suite sur cette photo, hein, la Voie lactée, il y a plein de poussière. La poussière, c'est du gaz, est associée au gaz. Et la poussière est faite de petits grains de carbone, de silicium, etc., qui font de l'ordre de 0,5 microns et qui sont des reliquats de ce qui a éjecté toutes les étoiles, lorsqu'elles ont éjecté leur enveloppe. Et donc, ça nous obscurcit toute la lumière derrière. Donc, on ne peut pas voir derrière. Donc, ce qu'on voit là, c'est des bras spiraux qui sont près du Soleil, mais on n'arrive pas à aller très loin. Par contre, si on va en infrarouge à 2 microns de longueur d'onde, ce qu'on ne voit pas à l'œil, il n'y a pas beaucoup de grains à 2 microns, donc il n'y a pas beaucoup d'obscuration. Il y en a un petit peu, on voit un peu le plan de la galaxie, là, un fisheye de la galaxie. On voit le centre, on voit d'ailleurs qu'il y a une barre, parce qu'en fait, là, il y a un effet de perspective, mais on arrive à voir le centre de la galaxie en infrarouge. Donc c'est ça qu'on va prendre pour regarder le centre de la galaxie. Vous voyez, on fait un zoom. Au lieu de 100 000 années-lumière, on a cette fois une année-lumière. On a le centre de la galaxie qui est ici, le Sagittarius A*, le trou noir est là. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est une photo directe faite avec le Very Large Telescope de l'ESO au Chili. Alors, le centre de la galaxie est plutôt dans l'hémisphère sud, donc il vaut mieux être au Chili. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est que chaque étoile est une grosse tache. Ça va nous ennuyer beaucoup, parce que normalement, les étoiles devraient être ponctuelles. Mais comme l'atmosphère est très turbulente, il y a une espèce d'effet de seeing, et donc chaque point va devenir une tache. Alors ce qu'on va faire, c'est observer avec l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'on va corriger les effets de l'atmosphère, la turbulence de l'atmosphère, et vous voyez que si on fait encore un zoom, ici c'est une année-lumière, ici c'est 20 jours-lumière, en utilisant cette optique adaptative, vous voyez les étoiles avec leur tâche de diffraction, qui est due à 8 mètres de diamètre du télescope VLT. J'ai une petite animation qui vous montre comment, avec un dispositif d'optique adaptative, vous le mettez off, vous voyez que si on fait un zoom là-dessus, on a de grosses taches, puis tout d'un coup, si on le met on corrige de la turbulence d'atmosphère avec une très grande rapidité, microsecondes, et donc ça nous permet de corriger le front d'onde et de le rendre plat alors qu'il est tout déformé. Et donc on arrive à voir les étoiles une par une, avec une bonne résolution. C'est comme cela que les deux groupes dont j'ai déjà parlé, hein, le groupe de Genzel et d'Andrea Ghez, ont chacun de leur côté, en Europe et aux États-Unis, surtout dans l'île d'Hawaï, où sont les télescopes Keck, pu suivre pendant au moins une vingtaine d'années les étoiles qui tournent autour du trou noir de notre propre galaxie, Sagittarius A*. Vous voyez, l'année est ici. On va recommencer en 1995. Et on voit que ici on est dominé, on est tellement proche du trou noir que la seule masse qui compte, c'est le trou noir. Les étoiles ici sont de masse négligeable, une masse solaire par rapport à 4 millions de masses solaires. Donc c'est un petit peu comme le système solaire, si vous voulez, où le Soleil domine et les planètes ont une trajectoire keplérienne autour du Soleil. Donc ici on a une trajectoire ellipse avec au foyer, puisqu'en général c'est le foyer, le centre de la masse, le foyer, le trou noir. Donc, ces trajectoires qui sont vraiment presque des orbites de Kepler, on va voir pas tout à fait, parce qu'évidemment, on a des effets relativistes, mais ils ont permis de mesurer la masse du trou noir avec une grande précision, 4 millions de masses solaires. Et puis, récemment, on a aussi fait beaucoup de progrès avec le Very Large Telescope. On a l'instrument Gravity. Gravity est un interféromètre qui permet de faire combiner les 4 VLT que vous avez de 8 mètres entre eux. Alors on n'a pas une ligne de base très grande, mais on arrive à avoir la même résolution que l'Event Horizon Telescope, parce que même si la base est plus petite, la longueur d'onde est bien plus petite, hein, puisqu'on est à 2 microns de longueur d'onde, au lieu de 1 mm. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est l'orbite de l'étoile celle qui passe le plus proche, on l'appelle S2. Alors, la période, elle fait une ellipse en 16 ans, donc il fallait attendre 16 ans pour qu'elle passe au péricentre, quoi. Le trou noir est ici, elle passe au péricentre. Évidemment, elle est très rapide au péricentre et l'apogée est plus douce. Et ici, vous voyez qu'il y a à peu près 6000 km par seconde. Alors, pour vous donner une ordre de grandeur de ces vitesses, le Soleil tourne autour de la Voie lactée avec une vitesse de 200 km par seconde. Donc, c'est l'ordre de grandeur de la rotation. Mais lorsqu'on s'approche du trou noir, alors on a des milliers de kilomètres par seconde, donc plus que 10 fois plus. Et donc on a pu vérifier
qu'on avait aussi un rougissement gravitationnel qui est prévu par les équations d'Einstein de la relativité générale. Alors, on a bien vérifié la relativité générale, ça c'est bien. Par contre, on a quelque chose de plus ici, puisque ce que vous voyez ici, c'est une petite animation, enfin une photo en fait, hein, c'est pas seulement une vue d'artiste, c'est une photo de toutes les étoiles que vous avez autour du trou noir. Alors, on les voit un tout petit peu bouger parce que c'est toujours la scintillation, la turbulence de l'atmosphère. Les étoiles sont quand même encore en train de bouger. Mais en fait, c'est dû à l'atmosphère, elle ne bouge pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez le trou noir qui, tout d'un coup, a des sursauts. On a des sursauts de lumière en infrarouge, en rayons X, etc. Et ça dure un quart d'heure ou 30 minutes, etc. Donc, ça vous dit un petit peu comment on va interpréter ces sursauts. Quand on a beaucoup de résolution, mais ça va être la matière qui tourne autour du trou noir, dans cette période de 30 minutes. Donc ce qu'ils ont fait, en effet, avec Gravity, c'est de résoudre ce sursaut. Et ce qu'on voit, c'est que le point du sursaut tourne autour du centre de la galaxie lorsque vous avez 20 micro-arcs secondes de résolution. Donc la même chose que pour l'image de l'ombre du trou noir, et vous voyez que ça tourne comme ceci, et à peu près circulaire. Alors ce qui est en effet curieux, que ça tourne de façon circulaire, alors que la Voie lactée est vue par la tranche. Alors on aurait pu penser qu'on verrait un disque d'accrétion vu par la tranche. En fait, pas du tout, il est plus vu de face, parce qu'il n'y a pas d'alignement entre le disque autour du trou noir et le disque de la Voie lactée. Ils ne sont pas alignés avec la même orientation. Donc finalement, on a un peu les mêmes résultats. La vitesse ici qu'on en déduit par le mouvement propre, c'est 100 000 km/s, c'est-à-dire un tiers de la vitesse de la lumière. Alors, là on a fait un petit peu un aperçu de tous les progrès avec Gravity, avec l'onde du trou noir. On a aussi beaucoup de progrès ces temps-ci avec les ondes gravitationnelles sur les trous noirs. En 2015, il y a eu une percée fulgurante de ces ondes gravitationnelles. Même Einstein, qui les avait prévues, n'y croyait pas que ce serait possible de les mesurer parce que c'est très 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 faible. Alors, de quoi il s'agit? Évidemment, on a dit que lorsqu'une masse fait un trou, enfin disons perturbe un peu l'espace, et on voit que si vous avez deux trous noirs qui tournent les uns les autres, ça va être une perturbation de l'espace qui va bouger. Il va falloir faire propager cette déformation de l'espace, et c'est ça les ondes gravitationnelles, qui sont prédites à voyager à la vitesse de la lumière. Alors ici, vous avez peut-être vu déjà ça, en fonction du temps, vous avez une onde comme ça qui se propage, et qui est due au fait que les deux trous noirs tournent les uns autour des autres, lentement, et puis ensuite progressivement plus vite. Donc on voit que la fréquence est de plus en plus vite. Et on le mesure en regardant la différence entre deux bras de Michelson. Donc l'espace est perturbé, mais il est perturbé avec une longueur de 10-21. C'est énormément petit. Alors là, on a fait beaucoup de progrès avec ces ondes gravitationnelles, et notamment, on a vu aussi les étoiles à neutrons, qui ne sont pas des trous noirs, parce qu'il n'y a pas d'horizon, il y a une surface, la surface de l'étoile à neutrons. Et donc, lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, on a aussi des ondes gravitationnelles. Elles sont moins fortes qu'avec des trous noirs, mais on les a. Et l'avantage, c'est qu'on a des signaux électromagnétiques en plus. Et lorsque vous avez une fusion de trous noirs, vous avez une onde électromagnétique, une onde gravitationnelle, et pas d'onde électromagnétique, parce que le trou noir a tout avalé, tous les photons. Donc ici, vous avez les deux, et on a fait un gros progrès en une seule fusion de deux étoiles à neutrons, parce qu'on a détecté à la fois les ondes gravitationnelles et tout d'un coup les rayons gamma de l'explosion qui sont arrivés à 1,7 secondes près. Or, ils avaient déjà mis 135 millions d'années à nous parvenir, donc finalement, on a énormément de précision sur le fait que la vitesse des ondes gravitationnelles est égale à la vitesse de la lumière. Alors, vous allez me dire, c'était prévu par la relativité générale. Oui, oui, mais depuis plusieurs années, les astronomes se sont penchés sur des modèles de gravité modifiés. Ils ont modifié un peu la relativité générale, toujours dans l'espoir de résoudre le problème de la matière noire, dont nous ne parlons pas aujourd'hui. Mais des tas de théories ont été faites, et justement, il y en a un certain grand nombre qui a disparu, parce qu'elles prévoyaient une vitesse des ondes gravitationnelles différente de la vitesse de la lumière. Enfin, il en reste encore beaucoup, donc ça va. On peut encore modifier la gravité.
Alors ici, cette mesure d'onde gravitationnelle due à la fusion de trous noirs, c'est devenu une industrie, on en voit maintenant très fréquemment. Ici, c'est une vue qui n'est pas encore tout à fait à jour, mais il y en a plus que 50, presque 100, de fusion de trous noirs. Et je vais essayer de voir un petit peu ce qui est particulier, c'est les plus grosses masses. Alors évidemment, au début, on a été surpris parce que les masses de trous noirs qui fusionnaient étaient très grosses. Il ne faut pas être trop surpris parce qu'il y a un biais de détection. Évidemment, on va détecter les plus grosses qui sont beaucoup plus faciles à détecter que les plus petites. Mais il y en a une qui a été détectée récemment et qui nous donne des trous noirs très gros, 65, 85, 142 pour la fusion. Alors vous voyez que le trou noir final est toujours de masse inférieure à la somme des deux trous noirs, simplement parce qu'on perd de l'énergie pour exciter ces ondes gravitationnelles et déformer l'espace d'ici sur des millions d'années-lumière. Déformer l'espace, ça prend de l'énergie et ça vous prend plusieurs masses solaires d'énergie, puisque E égale mc2, il faut beaucoup de masse pour déformer l'espace. Alors là, pourquoi cette observation est très intéressante, c'est qu'on ne pensait pas trouver de trous noirs de cette masse, en tout cas pas en explosant des étoiles en fin de vie. Parce que les étoiles, au maximum, c'est 60 masses solaires. Et en plus, dès que c'est un tout petit peu au-dessus de 60, eh bien, c'est tellement violent que tout s'en va et il n'y a plus de trous noirs en centre. Donc, la maximum, c'était une dizaine de masses solaires. Or, il y en a de 65, 85 et qui fusionnent dans 142. Donc, on pense que la seule façon de les former, c'est de fusionner progressivement plusieurs petits trous noirs et qui, de façon ensuite successive, va former un gros trou noir. Alors ça, où est-ce que ça peut se passer? Il faudrait des quantités énormes d'étoiles. Alors c'est possible dans les amas globulaires. Les amas globulaires, c'est une accumulation énorme d'étoiles. Vous avez 100 000 étoiles dans 3 années-lumière. Alors qu'au niveau du Soleil, la plus proche étoile, c'est Proxima Centauri à 4 années-lumière. Donc vous voyez qu'il n'y en a qu'une dans cet environnement. Et ici, dans le même volume, vous en avez 100 000. Donc c'est vraiment une agglomération énorme d'étoiles. Et donc il est possible que dans ces agglomérations énormes, vous ayez beaucoup d'étoiles qui sont devenues trous noirs, et ensuite il y a des collisions entre étoiles qui se produisent, et donc des trous noirs encore plus massifs. Donc ça, c'est très intéressant à comprendre. Alors ensuite, comment, maintenant je vais revenir à un trou noir supermassif, est-ce qu'on va pouvoir bientôt détecter la fusion de deux trous noirs supermassifs? On pense que ça existe puisqu'on voit des tas de galaxies en interaction qui fusionnent. Donc lorsque deux galaxies, chacune a un trou noir supermassif dans son centre, elles vont fusionner, les trous noirs vont fusionner aussi. Donc on s'attend à trouver beaucoup de ces fusions-là, qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur les galaxies. Mais comment les détecter? Alors, il faut bien savoir que la longueur d'onde va être proportionnelle à la masse de ces trous noirs. Donc pour l'instant, on a pu déterminer des longueurs d'onde gravitationnelles de l'ordre de kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres sur Terre. Ça, c'était les LIGO Virgo. Et puis, on va peut-être lancer dans l'espace des satellites qui vont pouvoir détecter des ondes gravitationnelles avec des longueurs d'onde de millions de kilomètres, parce qu'on va pouvoir espacer les satellites de millions de kilomètres. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut des longueurs d'onde d'années-lumière, puisque les trous noirs supermassifs, lorsqu'ils vont fusionner, ils vont donner des ondes gravitationnelles avec des longueurs d'onde d'années-lumière. Donc il faut être déjà patient, parce qu'il faut attendre une année pour avoir une longueur d'onde. Donc on sera patient. Ici, pour LIGO, en quelques secondes, vous aviez déjà votre événement. Donc c'était plus facile à observer. Alors là, la seule façon de détecter ces super longueurs d'onde, eh bien, ça va être les pulsars. Les pulsars, qu'est-ce que c'est? C'est des petites étoiles à neutrons, donc très concentrées. Hein. On peut dire que la densité moyenne, c'est 1 milliard de tonnes dans une étoile à neutrons. Donc c'est quelque chose de très concentré, où il y a des neutrons qui se touchent. Et puis, elles tournent énormément, parce que quand elles sont concentrées, elles tournent sur elles-mêmes. Alors, il y en a qui tournent à 1000 tours par seconde. Donc, vous avez 3 masses solaires qui tournent sur elles-mêmes à 1000 tours par seconde et qui vous émettent des petits rayonnements comme ça, des phares, comme des phares. Et on sait que ce sont des pulsars. Alors, la période des pulsars, qui sont millisecondes, hein, puisqu'elles tournent 1000 fois par seconde, elle est très, 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 très précise. C'est une quantité en astronomie qui a au moins 18 chiffres significatifs de précision. C'est pour ça que votre monde pulsar, elle est beaucoup moins précise que les vrais pulsars de la nature.
Donc cette grande précision va être très utile parce que si on mesure ici une période, bon, pendant un certain temps, si ensuite vous déformez l'espace, la période va être déformée aussi, elle va être modulée avec votre onde gravitationnelle, et donc elle va être plus courte, plus longue, etc. Alors que normalement, s'il n'y avait pas de déformation de l'espace, elle serait constante. Donc si vous avez plusieurs pulsars comme ça, pour l'instant on en a 200 pulsars millisecondes, mais avec le futur télescope SKA, le Square Kilometre Wave, vous allez pouvoir avoir 20 000 pulsars. Donc ce sont des jalons comme ça qui vont pouvoir mesurer dans toutes les directions la déformation de l'espace. Alors ça c'est très intéressant, on est déjà en train de le détecter. Pourquoi je n'arrive pas à... Il y a un petit problème, voilà. Alors, ici j'ai fait un petit diagramme qui montre, en fonction de la fréquence de ces ondes gravitationnelles, donc ici vous avez les détecteurs sur Terre, dont on a déjà utilisé leur sensibilité pour avoir la fusion de trous noirs de petites masses solaires. C'est ça, LIGO Virgo, vous voyez, c'est des fréquences de 100 Hz, donc des minutes, etc. Et puis vous avez, lorsqu'on va lancer dans l'espace, LISA, on aura des millions de kilomètres, et on va pouvoir mesurer des trous noirs, s'ils existent, de masse intermédiaire. Et puis ce qu'on cherche maintenant, c'est ce qui est en orange ici, et c'est des nanohertz, donc des années-lumière de longueur d'onde. Alors ça, on a déjà, par exemple à Nancy, on a un télescope qui regarde à 21 cm les pulsars, et qui est dans un réseau de monitoring de pulsars. Et ils ont déjà annoncé, certains, d'autres, les Américains aussi, en 2020, un certain signal qui commence à détecter. Donc on voit que dans le futur, ce sera très prometteur. On pourra détecter, pour l'instant on regarde un fond, puis après on pourra savoir d'où ça vient et peut-être détecter des fusions de trous noirs supermassifs. Alors maintenant je vais passer rapidement au quasar, puisque c'était l'objet, je suis un petit peu en retard. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les quasars. Alors, historiquement, on avait détecté, disons après la guerre, après le développement des radars et de la radioastronomie, on avait détecté un grand nombre de sources radio. Par exemple, comme le numéro 3C273 dans le catalogue troisième catalogue de Cambridge. Et puis ces sources radio, comme c'est du continuum, il n'y avait pas de ray pour nous donner l'effet Doppler, donc la vitesse, donc la distance de cet objet. On voulait avoir une corrélation entre un objet optique et un objet radio pour pouvoir avoir des raies optiques et avoir la distance de l'objet. Donc certains ont fait cela, et puis on s'est aperçu que ces objets radio, ils étaient corrélés avec une étoile. Alors une étoile, mais quand on regarde le spectre pour voir quelle est sa vitesse, etc., le spectre n'était pas reconnaissable, ce n'était pas le spectre d'une étoile. Donc on a appelé ces objets quasi-stars, donc d'où l'origine du quasar. Vous voyez que les noms d'origine sont toujours trompeurs parce que c'est pas une étoile du tout, mais c'est historique. On l'a détecté comme ça, donc on l'appelle quasar. Mais ce n'est pas du tout un quasar comme on va le voir. Et c'est Martin Schmidt, qui nous a quittés l'an dernier d'ailleurs, a vu dans le spectre que si on décalait vers le rouge, et d'un grand décalage, à l'époque c'était un grand décalage, le décalage vers le rouge était de 15%. C'était très grand à l'époque. Aujourd'hui on a des 1000% allègrement, mais ici on n'avait pas imaginé qu'on puisse avoir des décalages vers le rouge aussi grands. Et en décalant vers le rouge, il y avait alors à ce moment-là c'est une galaxie. C'est une galaxie, et en effet, derrière le quasar, quand on peut soustraire l'émission de la quasi-star, de l'étoile, vous voyez, c'est l'étoile à un diagramme de diffraction, etc. Alors là, on peut le faire parce qu'on a le télescope spatial de Hubble qui n'est pas perturbé par la turbulence de l'atmosphère, c'est très pur. Donc on a une réponse à une chose ponctuelle qui est très pure, on peut soustraire. Donc si on soustrait ça, bon évidemment la soustraction n'est pas très bonne sur le point, mais on voit que derrière il y a une galaxie. Donc c'est une galaxie, donc c'est un noyau de galaxie, le quasar. Alors pourquoi on ne le voyait pas? Parce que le quasar en lui-même, le trou noir et son désaccrétion, il rayonne 1000 fois plus que toute la galaxie réunie. La galaxie fait quand même 300 milliards d'étoiles. Donc vous voyez que le quasar, c'est quelque chose de très puissant, puisque ça peut, dans ce cas-là, par exemple, rayonner 1000 fois plus qu'une galaxie. Et il fallait quand même pouvoir soustraire pour savoir qu'il y a une galaxie dessous. Alors ce quasar, justement, qui est bien connu, on a aussi un G radio, comme on l'a vu pour Messier 87,
on ne l'avait pas vu au début, c'était un tout petit peu comme un défaut de la plaque, mais maintenant on le voit bien. Il y a un jet radio qui est très visible, et qui est très visible en toutes les longueurs d'onde. Il est visible avec le Hubble Space Telescope. Ici, il y a des petits ronds de fumée, si on peut dire, hein, sur le jet. Il y a un télescope en rayons X qui s'appelle Chandra, qui voit aussi ce jet. Alors ici, sans doute, il y a des électrons très énergiques qui perdent d'abord leur énergie lorsqu'ils sont très énergiques, et puis ensuite, on les retrouve à plus basse énergie. Alors Merlin, c'est un interféromètre radio, donc qui émettent de l'énergie plus faible. Et donc, tous ces jets sont des électrons relativistes qui tournent dans un champ magnétique et qui émettent de l'énergie synchrotron. Alors, comme il y a des petits paquets, comme ça, on a l'impression que le quasar émet des petits paquets, on s'est dit on va pouvoir mesurer la vitesse par mouvement propre et voir à quelle vitesse se dirigent ces électrons. Alors voici un exemple, hein. On prend un de ces points, un de ces petits grumeaux, on l'appelle mettons A, et puis on regarde à quelle vitesse, là de 92 à 98, là. Et puis vous voyez ici on a 60 années-lumière qui ont été parcourues en 6 ans. Vous en déduisez que la vitesse, c'est 10 fois la vitesse de la lumière. Il y a un problème. Donc vous voyez qu'on a quand même un monitoring assez précis. Alors qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est une illusion, hein. Rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, mais ce qui va vite, c'est les électrons qui vont à la vitesse de la lumière, presque. Ils sont très relativistes, ils ont une vitesse qui est quasiment C, légèrement inférieure, mais quasiment C. Alors que se passe-t-il, hein, en gros? C'est que vous avez un de ces grumeaux A, et puis un de ces grumeaux B. Ils se déplacent avec une grande vitesse, et puis surtout, on regarde le jet qui vient vers vous avec un angle assez faible. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a un effet Doppler, un boost Doppler, il est beaucoup plus brillant lorsqu'il vient vers vous que lorsqu'il s'en va. Donc on a des éléments brillants. Et puis on a notre télescope qui est ici. Alors ce qui est le gros point qu'il faut retenir, c'est que B, il est plus proche de l'observateur que A. Vous allez me dire, il est tellement loin, c'est pratiquement la même distance. Mais non, parce que le messager qui vient vers vous va à la vitesse de la lumière. Il va à une vitesse quasiment la même que celle des électrons là. Donc il y a une compétition entre la vitesse du messager et la vitesse de la source. Et donc ici, en B, il est bien plus proche, donc il va beaucoup plus vite. Vous pouvez toujours dire, votre intuition dit que la vitesse va instantanément, elle est instantanée. En fait, elle n'est pas instantanée. Et donc B est plus proche, donc il a moins de chemin, il arrive plus vite. Et vous avez l'impression qu'il va à 10 fois C. C'est la fable de La Fontaine, de la tortue et du lapin, en fait, du lièvre. Parce qu'il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Donc celui-là, il est bien plus proche, il est parti à point, l'autre, le lièvre, il se décide à un moment. Donc en fait, ce qui était un problème, c'est que toutes les sources, au début, qu'on regardait en radioastronomie, elles étaient superluminiques, ce qu'on appelle au-delà de la vitesse de la lumière. Alors pourquoi? Parce qu'on regardait les plus brillantes. Et évidemment, ce sont celles où le jet vient vers vous, et toutes les plus brillantes étaient dans ce cas-là. Après, quand on avait d'autres, avec un jet qui est dans le plan du ciel, c'est pas superluminique, ou celle qui vient derrière, elles ne le sont plus. Mais toutes celles au début, on avait du mal à comprendre pourquoi elles étaient toutes superluminiques. Alors maintenant, pourquoi on a un jet comme ça? D'où sort ce jet et cette énergie fantastique, puisqu'elles vont toutes à la vitesse de la lumière? Eh bien, on pense qu'on prend toutes les sources qui ont un jet, en fait, ce n'est que 10% des quasars qui ont des jets radio comme ça, sont ceux qui tournent très vite. Ça dépend du spin, justement, du trou noir. On peut penser que lorsqu'on a un horizon, alors ici on a dessiné l'horizon, et vous voyez qu'il y a une force centrifuge, s'il y a un trou noir qui tourne dans cet axe, et on a ce qu'on appelle une ergosphère qui est un petit peu allongée, comme ça. Et on peut montrer que lorsque le trou noir tourne très vite, le spin est très fort, on a 25% de l'énergie totale du trou noir qui est dans sa rotation. Donc si on pique un peu d'énergie de rotation au trou noir, on va pouvoir pomper beaucoup. Alors la façon de le faire, c'est, dans le disque d'accrétion, d'envoyer des particules qui ont un moment cinétique opposé. Donc comme le moment cinétique final sera la somme du moment cinétique du trou noir et de celui d'opposé, donc on va diminuer le moment cinétique du trou noir, on va diminuer le spin. Et donc on va diminuer son énergie de rotation, donc on va pomper son énergie de rotation. Donc il suffit que vous envoyiez une petite particule de façon qui tourne dans l'autre sens, pour que vous pompez de l'énergie et vous pouvez faire un jet comme ça qui est
très fort. Alors pourquoi il est si collimaté? Vous avez vu dans 1687, il était ultra collimaté. Eh bien, il faut bien s'imaginer que dans ce plasma qui tourne à 100 000 km par seconde, vous avez un champ magnétique énorme. Vous avez des ordres de grandeur par rapport au champ magnétique dont on a l'habitude. Et donc, ce champ magnétique va produire des lignes de champ qui vont collimater par effet miroir toutes ces particules chargées qui sont relativistes. Donc, on a des jets très, très, très collimatés. Comme vous le voyez ici, par exemple, le célèbre jet de Cygnus, là. La galaxie est ici. Quand on fait un zoom, on voit une galaxie optique qui est uniquement là. Donc le jet qui sort de la galaxie peut sortir jusqu'à 10 fois ou 100 fois le rayon de la galaxie. Vous voyez un jet très collimaté dans ce sens. Il n'est pas tellement vers vous, parce qu'on voit un tout petit peu le jet de l'autre côté. Mais une fois que les électrons sont ralentis, eh bien, vous allez les voir se développer dans des lobes radiaux. Alors aujourd'hui, on a beaucoup moins de quasars qu'autrefois. Autrefois, on avait beaucoup d'interactions de galaxies. L'expansion de l'univers fait qu'il y a beaucoup moins de gaz aujourd'hui. Et donc les quasars que vous voyez aujourd'hui sont moins nombreux, mais ils sont dus à des interactions de galaxies, parce que lorsque on veut alimenter le trou noir, il faut beaucoup de gaz, et donc les interactions de galaxies apportent beaucoup de gaz. Donc ce qu'on voit, c'est des galaxies en interaction. Alors normalement, le trou noir, il ne rayonne que lorsqu'il mange du gaz. Et ça, c'est que quelques pourcents de sa vie. La plupart du temps, vous avez des trous noirs dans chaque galaxie qui sont jeunes, en train de jeûner, donc vous ne voyez rien. De temps en temps, vous voyez quelque chose de très brillant. Et par exemple, deux galaxies ici en interaction, que l'on voit en optique, et qui, c'est assez rare, ont chacune un jet. Donc vous avez 4 jets ici. Alors c'est rare parce qu'il n'y a que 10% des galaxies actives qui ont des jets, donc on trouver une paire, c'est assez rare. Vous avez aussi des effets. Alors ce jet est assez dilué en fait, ce sont des électrons et un plasma, mais qui n'est pas très dense. Et lorsque vous rentrez dans un amas de galaxies qui a beaucoup de gaz très chaud, d'un million de degrés, c'est comme si vous avez un vent. Donc on voit que au lieu de partir de façon linéaire, la galaxie qui bouge est perturbée par le vent, et vous pouvez retourner les jets un peu complètement. Ça c'est très utile pour savoir si la galaxie se bouge dans un amas de galaxies. Alors maintenant on va faire un petit peu le bilan d'énergie pour voir un petit peu si un quasar peut rayonner éternellement ou jusqu'à quelle luminosité il peut croître. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie d'un quasar? Évidemment, c'est l'énergie gravitationnelle. Exactement comme un barrage qui, lorsqu'il fait tomber de l'eau par l'énergie gravitationnelle, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie en bas. Alors ici, vous voyez, l'ordre de grandeur est énorme, puisque pour une petite masse m que vous jetez sur le trou noir, vous avez une énergie gravitationnelle, G m sur R, et comme si on utilise le rayon de l'horizon, qui était m sur R sur C2, eh bien, vous pouvez récupérer 1/2 de MC2, en théorie, si ça tombe sur l'horizon. C'est énorme, hein, l'énergie de masse d'une particule. C'est vraiment le mécanisme pour faire de l'énergie le plus efficace de tout l'univers, puisque même dans les étoiles, vous avez la fusion nucléaire, la fusion de l'hydrogène en hélium, vous avez moins de 1% de MC2 que vous récupérez. Donc là, c'est quelque chose qui est imbattable. Alors c'est peut-être pas 50%, parce que 50% il faudrait qu'elle tombe sur l'horizon. Alors on sait qu'il y a des rayons minimum. En moyenne, c'est 10%. Et c'est quand même beaucoup. Alors justement, pour savoir combien vous allez pouvoir récupérer, il faut savoir quel est le rayon, comme je le disais au début, en fonction du spin du trou noir. Si vous pouvez vous rapprocher de l'horizon ici, à ce moment-là, vous pouvez récupérer 50% de MC2. Et si vous êtes en rétrograde, c'est-à-dire que si le gaz tourne dans l'autre sens, alors là, vous récupérez encore moins. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'intensité du spin, hein, c'est ce qui est récupéré ici. Si le fameux paramètre A de spin égale 0, c'est-à-dire que le spin ne tourne pas, le tournant ne tourne pas, à ce moment-là, vous voyez que le gaz peut ne tourner que dans la partie rose, et puis tout ce qui tombe va tout de suite être avalé par le trou noir, vous n'aurez aucune manifestation d'énergie. Par contre, c'est au maximum de A égale 1, maximum d'une rotation directe, eh bien, le gaz pourra tomber sur le trou noir, sur l'horizon du trou noir. Alors vous allez me dire, et dans rétrograde, eh bien, rétrograde, ça ne va pas durer longtemps parce que le trou noir va entraîner
comme le trou noir perturbe en fait par sa gravité l'espace, on peut montrer que le repère va aussi être entraîné dans la rotation. Ça, c'est un phénomène de relativité générale, puisque dans Newton, vous pouvez tourner autour de la Terre, vous n'êtes pas en train de tourner autour de la Terre parce qu'elle tourne sur elle-même. Vous ne pouvez pas le suivre. Là, il faut quelque chose de très fort, quelque chose de relativiste. À ce moment-là, comme l'a fait la petite simulation ici, si vous commencez à être rétrograde, et bien très, très vite, le trou noir va vous entraîner dans sa rotation et vous allez devenir direct à nouveau. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la limite. Est-ce qu'un trou noir peut être si glouton qu'il absorbe tout ce qu'il trouve? En fait, non. Parce que lorsqu'il avale beaucoup de matière, il va chauffer, il y a des chocs, et il va chauffer énormément la matière autour. On a vu qu'il y avait un plasma qui était très énergétique. Et à ce moment-là, vous avez une pression de radiation. Et la pression de radiation, à un moment donné, va compenser la gravité, va être égale à la gravité. Donc la pression de radiation va repousser toute la matière et le trou noir ne va plus pouvoir manger. Donc c'est la limite de rétroaction, si vous voulez. Il y a une limite qu'on ne peut plus dépasser. Et cette limite, c'est la luminosité d'Eddington, qui est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc pour un trou noir de 100 millions de masses solaires, vous avez déjà 3 puissance 12 luminosité solaire. Pour une galaxie, c'est plutôt puissance 10. Donc vous voyez qu'on peut très bien avoir une luminosité qui va être 1000 fois la luminosité d'une galaxie. C'est encore faisable. On ne va pas pouvoir avoir 100 000 fois, mais on va pouvoir avoir 1000 fois. Et pour avoir cette luminosité-là, il suffit de manger 2 masses solaires par an. C'est pas énorme. Alors comment on mesure ces masses de trou noir? On va voir qu'il y a une relation entre la masse du trou noir et la masse de la galaxie. Alors comment on la mesure? On peut la mesurer par effet Doppler. Ici vous avez le télescope spatial Hubble qui a beaucoup de résolution puisqu'il est dans l'espace. Et on peut mesurer la vitesse du gaz qui est bleu d'un côté, rouge de l'autre, décalé vers le rouge, décalé vers le bleu. Donc ça c'est une façon de mesurer. Vous avez aussi une autre façon, et ça en radioastronomie, on a un phénomène qui s'appelle un maser. En fait c'est un laser, une émission cohérente. Vous savez que le laser, c'est celui que je mets là, justement c'est une émission cohérente et elle est beaucoup plus forte que l'émission thermique. Et là vous avez des molécules H2O, la vapeur H2O, en fait vous avez la vapeur d'eau autour du trou noir. Et il peut y avoir un phénomène de laser, d'émission cohérente. Et à ce moment-là, on peut faire, c'est tellement fort, vous voyez l'émission ici est tellement forte, qu'on peut faire de l'interférométrie à longue base et avoir énormément de résolution. Et ainsi, on a pu mesurer plusieurs masses de trous noirs proches. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que la masse d'un trou noir est proportionnelle, ici la masse du trou noir en verticale, est proportionnelle à la masse du bulbe, c'est-à-dire du sphéroïde qui est au centre des galaxies. Lorsque vous avez une galaxie elliptique, c'est un gros bulbe, en quelque sorte, c'est le jaune. Et puis, lorsque vous avez une spirale, vous avez un petit bulbe au centre, fait d'étoiles, là c'est la couleur des étoiles, jaune. Et puis ici, vous avez du gaz avec des étoiles jaunes qui sont plus bleues. Donc le disque est représenté en bleu dans ce schéma artistique. Et puis, si vous n'avez pas de bulbe, vous n'avez pas de trou noir. Donc c'est ce qu'on voit, par exemple, Messier 33, la galaxie de Triangle, elle a un disque sans trou noir. Et on n'a jamais pu, elle est pourtant proche, aussi proche que M31, elle est en et elle n'a pas de trou noir. Donc on a un trou noir si on a un bulbe, qui provient sans doute de l'accrétion de plusieurs petites galaxies. Alors pourquoi y a-t-il une bonne relation entre la masse du bulbe et la masse de la galaxie? Si on regarde la masse qu'il y a dans le trou noir, elle est négligeable cette masse, puisque c'est 0,5% de la masse du bulbe, donc dès que vous avez un peu de bulbe autour, vous ne voyez plus le trou noir. Le trou noir n'est pas du tout caractéristique avec sa masse. Par contre, il est très très extraordinaire par sa luminosité. Et c'est ça dont on va avoir besoin pour justement expliquer beaucoup de problèmes dans les galaxies. Alors un des problèmes, et je vais finir avec ça, est qu'on a dans une galaxie, comme ici je vais représenter dans ce schéma, on a énormément de matière invisible, qu'on appelle matière noire, mais on ne sait pas ce que c'est, mais qui est nécessaire pour expliquer les mouvements de la matière à l'intérieur. Alors cette matière noire, elle est ici. Alors, quels sont les pourcentages? On a 5% de matière ordinaire dans l'univers, qu'on appelle baryon. On a cette fameuse matière noire dont on ne sait toujours pas ce que c'est, mais 25%. Le reste, énergie noire, j'en parlerai pas, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Et donc, on sait qu'il y a un rapport entre la matière ordinaire, les atomes, et la matière noire d'à peu près 20% dans l'univers.
Et dans les galaxies, ce n'est que 4%, au mieux. Dans certaines galaxies, c'est encore moins. Donc ça veut dire que 80% de la matière ordinaire a été éjectée des galaxies. Ça, c'est un gros problème. Et on pense que c'est dû aux trous noirs. C'est les trous noirs qui vont nous sauver, qui vont résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que les trous noirs ont tellement d'énergie qu'ils vont repousser la matière, ils vont empêcher de faire des étoiles et donc empêcher la galaxie de croître. Donc là, le trou noir croît, mais ensuite il repousse la matière ordinaire et on peut avoir cet effet de rétroaction. Alors, par exemple, ici, on a vu dans des galaxies qui sont au centre des amas, on a une galaxie ici au centre des amas, vous voyez des cavités qui sont creusées par le trou noir qui a poussé par un jet. Ici, on a une petite simulation. Et puis, on a ces cavités qu'on a observées qui sont vraiment une manifestation de cet effet de rétroaction. Ici, on a encore un exemple de cavité qui a été repoussée par les jets radio. Donc, on repousse la matière. On a un peu d'évidence de ça. On a aussi, lorsqu'on s'approche du trou noir, on a une disaccrétion, un jet, etc. On a mesuré dans ce gaz très très chaud et très ionisé, en rayons X, on a des raies de fer très ionisées qui nous permettent d'avoir un effet Doppler et d'avoir la vitesse d'expansion, et c'est supérieur à 10 000 km par seconde, 20 000 km parfois. Donc on a évidence quand même que beaucoup de gaz est ressorti à cause du trou noir. Ici on a une petite image d'artiste qui montre que même le gaz moléculaire que l'on observe dans la molécule CO, et qui représente tout le gaz de la galaxie, c'est le gaz dans lequel se forment les nouvelles étoiles, et tout ce gaz s'en va. Et donc il est possible que 80% du gaz d'une galaxie s'en va à cause du trou noir central, qui pourtant est très peu massif, mais qui rayonne tellement. Alors en plus, il est plus efficace parce que très souvent, il n'est pas aligné, comme on l'avait vu dans la Voie lactée. Donc le jet, il n'est pas perpendiculaire à la galaxie, mais il est dans la galaxie. Donc il va vraiment repousser tout le gaz. Donc on a un exemple ici. Donc je vais terminer en disant, vous voyez qu'on a appris beaucoup de choses sur les trous noirs. On sait un peu qu'on a des trous noirs de grosse masse, entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9, et qu'on a une limite d'Eddington pour ces trous noirs. Et surtout, on pense que grâce à ce jet qui est émis par ces trous noirs, on va pouvoir éjecter la matière ordinaire des galaxies et expliquer pourquoi on n'a pas d'énormes galaxies, on a une limite à la masse de galaxies due à ces trous noirs. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions? Vous avez perdu avec les étoiles. Bonsoir, je suis inquiet parce que notre Soleil ne se rapproche pas-t-il trop vite de notre trou noir? Non, il ne faut pas être inquiet, hein, parce que le trou noir, il est à 20 000, 24 000 années-lumière, et puis l'attraction, la masse du trou noir est négligeable. Donc dès qu'on s'éloigne de quelques tailles du système solaire, hein, très petit par rapport aux années-lumière, donc dès qu'on s'éloigne de toute petite distance du trou noir, son influence gravitationnelle est négligeable. Ce qu'on pourrait être inquiet, c'est sur les événements violents, si on avait un quasar au centre, mais notre trou noir n'est pas actif. C'est pas un quasar, il y a un tout petit jet, mais c'est vraiment, il faut être très proche pour le voir. Donc s'il n'est pas actif, il n'est pas méchant. C'est lorsque on a un quasar, alors là on pourrait en effet être un petit peu poussé, éjecté, mais l'influence gravitationnelle est négligeable du trou noir. Pardon madame, votre avis sur la théorie des trous noirs primordiaux? Oui, ça c'est vrai. Les trous noirs primordiaux, c'est plutôt quelque chose qui va naître près du Big Bang. Oui, alors il va naître très près du Big Bang. On fait l'hypothèse que par des défauts topologiques, juste après l'inflation, il y a la possibilité de créer des trous noirs primordiaux. Alors, ces trous noirs primordiaux ont eu beaucoup de popularité à un moment donné parce qu'on pensait que peut-être la matière noire serait faite de ces trous noirs. Mais aujourd'hui, je crois que l'hypothèse n'est plus valable parce qu'on a d'abord fait beaucoup d'expériences de micro-lentilles gravitationnelles. Donc ces trous noirs, s'ils existaient, ils auraient dévié les rayons lumineux. On a regardé les étoiles du nuage Magellan, des millions, et on a vu quelques effets de déviation, mais c'était des étoiles normales qui déviaient les rayons lumineux. On n'a pas vu du tout de trous noirs. Donc c'est absolument impossible qu'ils forment la matière noire. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a un ou deux qui existent primordiales? Il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Mais pour l'instant,
le fait qu'il y ait des trous noirs primordiaux qui puissent faire la matière noire est déjà exclu. Oui, j'ai entendu parler d'évaporation des trous noirs. Je voulais savoir quelle est l'importance de cette évaporation sur l'évolution du trou noir. Merci. Oui, alors en effet, c'est Steve Hawkins avec Jacob Bekenstein qui avait montré qu'il y a, en effet, très près du trou noir, il y a un vide quantique et il peut se former des paires, puisqu'il y a une relation d'Eisenberg entre l'énergie et le temps. Donc on peut former des paires virtuelles. Et si vous avez une antiparticule qui est accrétée par le trou noir, la particule va s'en aller, vous allez pouvoir diminuer la masse du trou noir et peu à peu il s'évapore. Mais alors, pour s'évaporer, il faut être tout petit, parce que la température du trou noir est inversement proportionnelle à sa masse. Donc les petits trous noirs sont très chauds, ils s'évaporent. Les gros trous noirs dont on parle, ils s'évaporeront à plusieurs fois l'âge de l'univers, donc il n'y a aucune... Il faut vraiment qu'ils aient une masse bien plus petite que la Terre pour pouvoir s'évaporer dans un temps de l'univers. Donc c'est négligeable parce qu'on n'a jamais vu des petits trous noirs beaucoup plus petits que la masse de la Terre. Vraiment très 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 petits. Il faudrait avoir des tout petits trous noirs. Il n'y a aucun mécanisme pour les former. Nous, ce qu'on a vu, c'est des trous noirs de masse stellaire. Ceux-là ne s'évaporent pas. Et les trous noirs supermassifs encore moins. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, un mot sur la mort thermique de l'univers? Oui, donc là, on sait que l'univers, comme vous avez peut-être entendu, en 1998, on a appris que l'expansion de l'univers était accélérée. Jusqu'en 1998, on pensait que l'univers, donc vous avez un Big Bang, qui fait une grande impulsion, et puis tout d'un coup, dans l'univers, on pensait qu'il n'y avait que de la masse, matière noire, matière ordinaire, mais que de la masse qui a un effet attractif. Donc lorsque vous lancez une pomme, elle va retomber par la gravité. Donc on pensait que l'expansion était décélérée par la gravité. Puis tout d'un coup, on a vu que ça s'accélérait au contraire. Donc on a été obligé d'inventer l'énergie noire, dont je mentionnais ici 70%. Cette énergie noire a un effet répulsif, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais on est obligé de l'inventer pour avoir cet effet répulsif, pour expliquer l'accélération de l'expansion. Alors, quand on extrapole cette énergie noire, elle est pour l'instant constante. Après tout ce qu'on peut mesurer, c'est une constante. Alors toute la masse, elle est dans l'expansion de l'univers en train de se diluer, comme la densité en 1 sur R3. Si R croît, la densité de masse diminue. Mais elle, l'énergie noire, elle est constante. Donc aujourd'hui, c'est 70% pour 30%. Demain, ce sera 90%. Et puis, dans quelques milliards d'années, ce sera 100%. On n'aura plus que de l'énergie noire. Et donc, un univers de Citer qui s'expanse de façon exponentielle. Et donc là, ce sera le vide assuré. C'est la mort thermique, si on peut dire, il est très froid. Je pense que de toute façon, quand même, tout ce qui est très très lié, comme la Voie lactée, sera toujours intact. Parce que vous avez localement un tout petit Big Crunch, c'est-à-dire qui s'est déjà condensé dans un univers déjà lié gravitationnellement. Donc la galaxie, même le groupe local qui est bien lié, va rester. Mais ensuite, les galaxies entre elles vont s'éloigner les unes des autres, et bientôt, vous ne verrez plus que 2 ou 3 galaxies. Il faut faire de l'astronomie maintenant pour faire... Pourquoi vous disiez à un moment donné qu'avant vous voyiez plus de quasars qu'on en voit maintenant? Oui, c'est vrai, parce que l'univers était beaucoup plus dense, et il y a un moment, à peu près dans la première moitié de l'âge de l'univers, il y avait beaucoup d'interactions de galaxies, là qu'on a formé des amas de galaxies, et il y a aussi beaucoup plus d'étoiles qu'on forme. Autrefois, dans cette première partie de l'univers, on a formé pratiquement toutes les étoiles qu'on voit dans la Voie lactée, ont été formées à cette époque-là. Et aujourd'hui, il y a 20 fois moins de formation d'étoiles. La Voie lactée forme 1 ou 2 étoiles par an, c'est tout. Et parfois, il y a, dans la première moitié de l'univers, il y a des flambées de formation d'étoiles de 1000 masses solaires par an. Donc tout se forme beaucoup plus actif, et donc les quasars qui étaient alimentés par le gaz dans les interactions de galaxies ont pu faire beaucoup d'activités, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Alors aujourd'hui, l'espace est en expansion, il y a moins de gaz, il y a moins d'activité, tout est plus calme. Pas d'autres questions? Nous allons vous remercier beaucoup pour votre intervention.